Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Merci de choisir Ma Gloire Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité et qui s'ouvre par le sommaire. Au sommaire de ce journal, la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, a été reçue en audience par le président du Libéria, Joseph Nyouma. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, notamment dans les secteurs de transport, de l'agriculture, des mines et de la santé. Ensuite, le speaker de l'Assemblée nationale, Emeboji Sangara, a pris part active à la deuxième édition des journées dites scientifiques autour du thème « L'accroissement des recettes de l'État, innovation, stratégie et résultats » organisée par la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse. Il sera également question dans ce journal du vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a eu une réunion de travail avec les responsables de la société DP Hold en charge de la construction du port en eau profonde de Banana. Enfin, l'humanité tout entière réfléchit ce 17 juin autour de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Dans ce journal, un zoom sur les défis à relever dans le Haut-Katanga sera réalisé par votre rédaction. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Un premier titre de votre journal, et ça sera en diplomatie. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a été reçue mardi 16 juin 2026 en audience par le président de la République du Libéria, Joseph Nyouma. Occasion pour la chef de la diplomatie congolaise de transmettre à son hôte le message de son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont également porté sur le renforcement de relations bilatérales, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des mines ainsi que de la santé. On en sait plus à travers ce commentaire signé Esther Kiabosi-Poiti. La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a été reçue en audience par le président de la République du Libéria dans le cadre de sa visite du travail. À cette occasion, la ministre d'État a remis à son hôte un message du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à son homologue libérien. En outre, les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement de les relations bilatérales, notamment dans les secteurs du transport, de l'agriculture, des mines et de la santé. Sur le plan multilatéral, les deux parties ont également évoqué la nécessité de coordonner leurs efforts dans la perspective des présidences respectives de la République démocratique du Congo en juillet et du Libéria en décembre 2026, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la même journée, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, s'est entretenue avec Sarah France Nyanti, ministre des Affaires étrangères de la République du Libéria. Les échanges ont porté sur le renforcement de relations bilatérales avec un accent particulier sur le secteur de l'agriculture, des mines, de la santé et des transports, ainsi que sur la signature prochaine de l'accord général de coopération et du mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques et diplomatiques. Cette visite de la ministre d'État au Libéria s'inscrit dans le prolongement de celle effectuée par son homologue libérienne à Kinshasa en octobre 2024.
Et dans le reste de l'actualité, mardi 16 juin 2026, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, le vice-premier ministre, ministre en charge des transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a tenu une séance de travail avec les responsables de la société DP Hold, maître d'ouvrage du projet de construction du port à eau profonde de Banane. Les détails dans ce commentaire qui porte la voix de Naomi Faïla Dianga. Toujours dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba, lors de sa mission officielle à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, a tenu une séance de travail avec les dirigeants des DP World, société chargée de la construction du port en eau profonde des Bananas. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure stratégique appelée à jouer un rôle majeur dans le développement économique de la République démocratique du Congo, en renforçant sa compétitivité et en facilitant les échanges commerciaux avec le reste du monde. Le vice-premier ministre s'est félicité des progrès déjà réalisés sur le terrain et a encouragé les responsables des DP World à maintenir la dynamique actuelle afin de permettre l'achèvement du projet dans les délais prévus. Le gouvernement de la République demeure pleinement engagé à accompagner la réalisation de ces projets structurants, symbole de la modernisation des infrastructures nationales et de l'ouverture économique de la République démocratique du Congo. Autre chose, la deuxième édition des journées scientifiques a ouvert ses portes à Kinshasa, dans la capitale, en présence du speaker de la chambre basse du Parlement congolais, Aimé Boji Sangara. C'était sous le thème l'accroissement des recettes publiques de l'État, innovation, stratégie et résultats. Intervenant en tant que panéliste, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku a adressé plusieurs propositions pouvant aider la République démocratique du Congo à accroître ses recettes. Regardez. D'après les organisateurs, ces journées visent à transformer les réflexions en actions concrètes afin de renforcer la capacité de l'État à mobiliser davantage des ressources internes. Convié à l'activité, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji Sangara, a, dans son allocution d'ouverture, rappelé que la mobilisation des recettes publiques demeure un enjeu majeur pour le développement du pays. Les recettes publiques représentent bien plus que des chiffres inscrits dans la loi des finances. Elles traduisent la capacité de l'État à répondre aux besoins de ses citoyens et à honorer ses engagements envers les générations présentes et futures. Aimé Boji Sangara a salué les progrès enregistrés ces dernières années sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, soulignant que les recettes publiques sont passées d'environ 4 à près de 20 milliards de dollars américains, tandis que la pression fiscale est passée de 7 à 12,5%. Il a toutefois reconnu que plusieurs défis persistent, notamment l'insécurité dans certaines régions du pays, la prédominance du secteur informel ainsi que la fraude et l'évasion fiscale. Les échanges portaient notamment sur l'optimisation des recettes publiques, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi que la modernisation et la digitalisation des administrations financières. À l'issue des travaux qui vont se dérouler durant 3 jours, les participants, réunis au sein de divers panels, produiront des recommandations concrètes visant à améliorer la gouvernance des finances publiques et à renforcer la souveraineté économique de la RDC. Au chapitre de la santé publique, le ministre des tutelles, Dr Samuel Roger Kamba, et son collègue de la communication, Patrick Mouyaya Katembwe, ont échangé mardi 16 juin 2026 à Kinshasa avec le caucus des parlementaires de l'Ituri sur l'évolution de la maladie à virus Ebola. Il était également question de tabler sur la situation relative à la riposte en Ituri, épicentre de l'épidémie. Suivez.
Cette rencontre a permis d'évaluer l'état de la riposte en cours avec un accent particulier sur la province de l'Ituri, considérée aujourd'hui comme l'épicentre de l'épidémie. Les élus ont relayé au gouvernement les préoccupations exprimées par les populations locales concernant notamment la prise en charge médicale et alimentaire des personnes infectées, ainsi que les conditions de travail et d'accompagnement du personnel soignant mobilisé en première ligne de la lutte contre la maladie. Nous avons fait le point sur la manière dont la riposte est en train d'être menée. Il y a eu des observations que nous avons relevées auprès du ministre qui conduit, n'est-ce pas, cette riposte, lesquelles observations nous est parvenues de la population locale par rapport à certaines questions liées à la prise en charge des personnes infectées. Nous avons également relevé la question de la prise en charge des personnels soignants, c'est-à-dire les médecins et les infirmiers qui sont en première ligne, en train, n'est-ce pas, de se battre. Le ministre nous a écoutés, il a pris l'engagement de prendre des dispositions utiles. À l'écoute de préoccupations soulevées, le ministre de la Santé a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer l'efficacité de la riposte et à apporter de réponses concrètes aux défis identifiés sur le terrain. À cet effet, il a annoncé une mission imminente à Bunia afin d'évaluer personnellement l'évolution de la situation sanitaire et de s'assurer du bon déroulement des interventions et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la prise en charge de malades et le soutien aux équipes médicales. En province, direction assemblée provinciale, où le président de l'organe délibérant, Kabwe Mwamba Michel, a accordé une audience ce mercredi 17 juin 2026 au maire de la ville de Kipushi, Justin Ntambwe. Ce dernier est venu présenter ses civilités et solliciter l'accompagnement de la première institution en province pour la réussite de son mandat. Suivez Justin Ntambwe, maire de la ville de Kipushi, au sortir de l'audience, dans ce propos recueilli pour vous par Esther Mbouy-Mutombo et Dieu merci Tchonza Kabia. Je suis venu voir le président de l'Assemblée, présenter mes civilités en tant que le numéro 1 de cette institution. Il nous a accordé cette opportunité, il nous a donné des conseils, il est avec nous pour nous accompagner pour la réussite de notre ville de Kipushi. Rassurez-vous que la ville est en bonne et due forme. Pour la personne de Kipushi, nous sommes avec eux, nous sommes vivants avec eux, surtout sur le plan social et la sécurité. Parlons célébration dans cette édition d'actualité et bien évidemment avant la page sportive, alors que le monde célèbre ce mercredi 17 juin 2026 la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le Haut-Katanga se trouve en première ligne. Entre pression minière, savalisation des forêts et saison sèche de plus en plus longue, la province perd chaque année des milliers d'hectares de terres fertiles. Face à l'urgence, restaurer les terres, protéger les forêts périurbaines et investir dans l'agroécologie, j'y arrive, ne sont plus des options. Ce sont plutôt des leviers de la résilience climatique dans la province du Haut-Katanga. Commentaire. 17 juin, le monde entier parle et réfléchit autour de la désertification et de la sécheresse dans le Haut-Katanga. Ces mots ne sont pas que des concepts lointains. Chaque année, l'exploitation minière, la coupe abusive des arbres pour la fabrication des charbons de bois et l'agriculture sur brûlis entraînent la dégradation du couvert forestier. Selon certaines organisations non gouvernementales environnementales, la province perd environ 8000 hectares de forêt. 3 facteurs contribuent à ce constat macabre. Les mines, considérées comme fières
liberté économique laissent des cratères et des stériles. Sans réhabilitation, ces sites deviennent des déserts de poussière. La production des charbons de bois, étant donné que 90% des ménages à Lubumbashi en font usage pour la cuisson des aliments, d'où la perte de plusieurs forêts. Le climat, caractérisé par des pluies violentes, n'est plus courte. Face à ces défis, certaines coopératives proposent des pistes de solutions en termes de reboisement et de transformation des déchets miniers en briques de terre stabilisées pour construire sans couper d'arbres. La journée du 17 juin n'est pas qu'une commémoration de lutte contre la désertification et la sécheresse, mais une feuille de route pour les décideurs de faire appliquer la loi en termes de concessions minières et de reboisement au secteur privé, d'investir dans la restauration des terres, aux citoyens de poser des gestes qui sauvent. La désertification n'est pas une fatalité, mais plutôt un choix. Voici venir, mesdames et messieurs, la page sportive. En sport, le Sénégal ainsi que l'Algérie ont traversé une soirée difficile pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026. Les deux nations africaines sont tombées mardi 16 juin 2026 respectivement face à la France ainsi que l'Argentine. Bovin Kazadi Lukwanga nous fait le point à travers ce commentaire. La soirée du mardi 16 juin 2026 n'était pas du tout facile, mais plutôt compliquée pour certaines nations africaines qui participent dans cette 23e édition de la Coupe du Monde 2026. À l'instar du Sénégal, cette sélection, championne en titre de la Coupe d'Afrique, a trébuché à son entrée en Coupe du Monde face à la France. Les coéquipiers de Sadio Mané ont tenté de résister et de faire preuve devant cette machine française. Elle s'est fait sentir à la 66e minute, but signé Kylian Mbappé sur une passe laser de Michael Olise. Une belle réalisation qui a été accompagnée par une autre marquée à la 82e minute par Bradley Barcola. Avant que Mbappé ajoute la mise à la 90e minute plus 6, le Sénégalais Mbaye, l'attaquant de Paris Saint-Germain, se distinguait à la 90e minute plus 5 par cette œuvre. Après cette lourde défaite sénégalaise, il était question que les Africains assistent à la seconde rencontre qui opposait l'Albi-Céleste de l'Argentine au Fedec d'Algérie. Cette nation a goûté aux délices de la star argentin Lionel Messi qui s'est fait sentir et s'est tapé un triplé à la 17e minute sur un super coup du pied gauche. Ensuite, à la 60e minute, voire également par cette œuvre à la 76e. Merci! Une soirée véritablement compliquée et sérieusement difficile pour l'Algérie et le Sénégal, qui d'ailleurs croisera la Norvège dans les jours qui suivent. Cette nation de véritables vikings s'est d'ailleurs imposée à son entrée avec un doublé Alice de Erling Haaland à la 29e minute et 43e avant que ses coéquipiers l'accompagnent pour les 4 buts contre 1. De la page sportive à la page internationale, il n'y a qu'un seul pas. Le port atlantique de Mauritanie, Nouadhibou, retient jusqu'à ce jour des milliers d'émigrants ouest-africains en attente d'une traversée vers les îles Canaries. Un sujet parmi les 3 nations visitées par votre rédaction dans cette page internationale signée Wivin Mugoli Badesiré Safari. À Nouadhibou,
Port atlantique de Mauritanie, des milliers de migrants ouest-africains s'entassent dans l'attente d'une traversée vers les îles Canaries, 2 jours de mer à bord de pirogues surchargées. Mais cette route, longtemps empruntée par des dizaines de milliers de candidats à l'exil, se renferme brutalement sous l'effet d'une répression massive orchestrée par les autorités mauritaniennes. Contrôle d'identité renforcé, expulsion en masse, surveillance accrue des côtes, arrestation des passeurs, les outils déployés ont produit des résultats spectaculaires. Certains migrants découragés envisagent le retour, mais même eux posent la question de fond. Selon la presse mauritanienne, plusieurs dizaines de milliers de personnes auraient été expulsées au cours de la seule année 2025. Derrière les chiffres de la répression, une réalité demeure. Tant que l'horizon économique restera bouché sur le continent, Nouadhibou continuera d'attirer ceux pour qui la mer, malgré tout, représente encore une chance. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la Mauritanie qui a ouvert cette ronde internationale. Bienvenue à vous. En Ukraine, une attaque des drones russes sur Zaporizhzhia fait un mort et 7 blessés. Pendant plusieurs heures, les équipes d'urgence ont tenté de maîtriser les flammes qui ravageaient l'immeuble alors qu'une épaisse fumée était visible à plusieurs kilomètres de la ronde. L'attaque a détruit une partie du toit ainsi que les étages supérieurs du bâtiment. D'importants moyens de secours ont été déployés pour évacuer les habitants, traiter les blessés et sécuriser le périmètre. L'intervention a été compliquée par le risque de nouvelles frappes. La frappe intervient alors que la Russie poursuit ses attaques contre les centres urbains et les infrastructures stratégiques ukrainiennes. Selon les analystes, l'utilisation massive des drones par les deux armées a profondément transformé les combats, créant un front largement figé malgré les moyens militaires supérieurs de Moscou. Et enfin, nous terminons par les États-Unis d'Amérique. Malgré 14 millions dépensés par Trump, le bassin de Washington Mall vire au vert. Le National Park Service a lancé le 16 juin une vaste opération de nettoyage autour du bassin réfléchissant. Des pompes, des équipements d'aspiration et plusieurs stations de traitement ont été déployées afin d'éliminer les dépôts accumulés sur l'eau et sur le fond récemment restauré. Cette situation contraste avec les récents travaux de rénovation soutenus par Donald Trump qui avaient notamment permis de repeindre le fond dans une couleur que l'ancien président avait qualifiée de bleu drapeau américain. D'un montant supérieur à 14 millions de dollars selon les archives publiques, le projet n'a pas empêché le retour rapide des algues. Malgré cette dégradation visuelle, le site est resté très fréquenté par les touristes, nombreux à immortaliser le monument pendant que les opérations de nettoyage se poursuivaient. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette ronde à l'international. Mille merci à vous de l'avoir suivi. L'information ne s'arrête jamais. Mais nous, on vous dit à demain 19h avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazivé. Des informations précises, concises et vérifiées à suivre en temps réel sur Magloire Radio et Télévision. Nous vous offrons chaque jour, du lundi au vendredi, des informations au niveau national, provincial et local. Sans oublier l'actualité internationale et celle sportive. Retrouvez la grande équipe rédactionnelle de Magloire Radio et Télévision chaque jour à 7h, 12h, 19h et 23h. Et soyez le premier à être informé. Magloire Radio et Télévision au cœur de l'actualité.